Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 24, 25, 26, 27, 28, 29 février et 1er mars, donc nouvel épisode de la semaine à retenir, épisode 16. Donc pour le 24 février, ce sera l'anniversaire d'un événement important de la déstalinisation, donc qui est le processus évidemment qui a été commencé dans les années 50, où voilà, les dirigeants de l'Union soviétique ont remis en question donc la politique de Joseph Staline, qu'il a menée pendant plusieurs dizaines d'années, notamment l'autoritarisme un peu fort, le culte de la personnalité et certains meurtres de masse. Et donc la déstalinisation prend un ton officiel le 24 février 1956 lors du 20e congrès du parti, avec notamment Nikita Khrouchtchev, donc qui publie un rapport où il dit voilà, aucune nouvelle à ce sujet ne devra filtrer à l'extérieur. Donc voilà, c'est une remise en question mais secrète. Et en fait, dans la publication donc voilà du rapport Khrouchtchev, Khrouchtchev en fait présente donc certaines choses que Staline aurait faites et qui sont quand même pas vraiment folles, voilà. C'est-à-dire qu'il dit que en 1934 ce sera le début de la dégradation du caractère de Staline. Du coup, faut pas remettre en compte donc la planification et la collectivisation donc qu'il a mis en œuvre, mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut remettre en cause le culte de la personnalité de Staline, aussi donc le fait que voilà, Staline soit présenté comme le plus grand stratège de tous les temps, voilà, c'est quand même très critiqué cette idée-là. Et du coup, donc voilà, c'est un événement très important donc de la déstalinisation. Après, il faut savoir que la déstalinisation avait déjà commencé en fait dès la mort de Staline, parce que dès ce moment-là, on a certaines politiques évidemment, comme Staline par exemple, qui était très dur contre par exemple le maréchal Tito, évidemment en Yougoslavie, on en avait déjà parlé. Donc tout de suite ça change un petit peu, mais en tout cas c'est un événement important, voilà, où on a un culte de la personnalité qui est totalement arrêté. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Et donc du coup ça permet à Nikita Khrouchtchev un petit peu de partir sur de nouvelles bases. Après il faut savoir que cette publication était censée être secrète, au final ça n'a pas été du tout, parce que ça a filtré à l'ouest, et c'est dans les années 80 que le rapport a été publié en Russie. Mais voilà, ça avait fuité, donc coup dur pour Khrouchtchev. Mais donc en tout cas voilà, c'est le début voilà, d'une remise en question. C'est quand même intéressant du coup de voir que Monsieur Staline n'a pas réussi un petit peu à imposer ses idées, qu'au final il a été fortement remis en question quelques années plus tard. Coup dur pour lui. Pour le 25 février, ce sera un événement plutôt connu évidemment donc dans l'histoire du théâtre français. L'événement qu'on a appelé la bataille d'Hernani. Alors il faut savoir que Hernani est une pièce de théâtre de Victor Hugo, pas le Victor Hugo vieux républicain donc des années 1880, là on parle du jeune fougueux voilà, Victor Hugo, un peu du début fin des années 1820, donc début des années 1830, de la monarchie de Juillet encore évidemment. Et donc voilà, Hugo avait écrit un drame romantique, voilà. Et il faut savoir que Victor Hugo, au cas où vous ne savez pas, donc est un des principaux représentant du courant du romantisme en France. Et il faut savoir que dans sa pièce, en fait, Hernani, il cassait en fait certains codes du théâtre, et ça a été évidemment lors de la première représentation un immense scandale. C'est-à-dire que vraiment les acteurs ne pouvaient pas parler sans qu'il y ait sans qu'ils soient coupés. C'est-à-dire que voilà, on a pu calculer qu'ils étaient interrompus tous les 12 vers, soit près de 150 fois par représentation. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc c'était complètement incroyablement voilà, super compliqué, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se battait, voilà, des gens trouvaient ça incroyable, évidemment. Donc les gens les gens du courant romantique trouvaient ça incroyable. D'autres disaient que c'était un scandale pour le théâtre, évidemment. Et il faut savoir que ça a permis à Victor Hugo un peu de devenir un peu le chef de file du romantisme en France, évidemment. C'est-à-dire des années 1830, il était influent, Victor Hugo. Donc ça prouve un peu que son influence durant tout le 19e siècle sur la littérature française, c'est quand même plutôt un homme qui a du style, Victor Hugo. Faut quand même le signaler. Hop. Et donc il faut savoir, voilà. Et cet événement aussi représente un petit peu bien la fougue évidemment de la jeunesse romantique, évidemment, contre la monarchie de la Restauration, et contre ce bon vieux Charles X, parce que quelques mois plus tard, c'est la Révolution, évidemment, qui met en place cette bonne vieille monarchie de Juillet. On en avait déjà parlé, mais voilà, c'est une bataille qui est très connue, évidemment, dans l'histoire du théâtre français. Donc, bravo à Victor Hugo pour sa pièce, évidemment, donc qui est considérée comme étant donc un succès à scandale. Donc, c'est-à-dire, voilà, une pièce qui fait scandale, mais du coup, qui a en même temps du succès à retenir.
Pour donc le 26 février, ce sera l'anniversaire d'un célèbre attentat. Non, en fait, d'un attentat qui est pas vraiment très connu. L'attentat du World Trade Center, mais l'attentat du World Trade Center de 1993. Eh oui. C'est-à-dire que c'était un attentat terroriste qui a été commis par des islamistes, hein. C'est considéré comme un des premiers attentats djihadistes de l'histoire contre un pays occidental. Et donc, il s'est déroulé dans le parking de la tour nord du World Trade Center, où un cocktail explosif de près de 680 kilos est placé, fait exploser. Donc, ça avait pour but de faire basculer la tour nord sur la tour sud. Bon, heureusement, ça a échoué, donc ça a fait que, entre parenthèses, 6 personnes mortes et blessées, 1 millier de blessés. Donc, évidemment, comme on compare tout le temps, évidemment, avec l'attentat de 2001, c'est absolument rien. C'est pour ça qu'on a oublié cet attentat. Mais c'est quand même plutôt intéressant de voir que voilà, il y a eu un attentat avant celui-là. Et il faut savoir que ça a eu comme conséquence le fait que il y a eu pas mal de failles de sécurité qui ont été vues lors de cet attentat. Et du coup, des entreprises ont travaillé donc voilà pour les procédures d'urgence donc dans les tours jumelles. Et ces procédures ont permis de jouer un grand rôle dans l'évacuation des tours lors des attentats du 11 septembre 2001. C'est toujours ça qui est sympathique, hein, évidemment, on peut le dire, mais donc voilà, un attentat donc à retenir. Il y a eu un attentat contre le World Trade Center en 1993. À retenir. Pour le 27 février, ce sera l'anniversaire d'un célèbre incendie, l'incendie du Reichstag. Alors, est-ce que vous connaissez le Reichstag? Alors, le Reichstag, c'est le palais du Reichstag, c'est un très grand bâtiment à Berlin, donc qui est très 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 beau, qui a été construit à la fin du 19e siècle et qui abritait donc le parlement donc d'abord du Reich allemand puis de la République de Weimar. Hein. Et il faut savoir qu'en 1933, donc évidemment, quelques mois après cette bonne vieille accession au pouvoir d'Hitler, hein, évidemment, on est juste un mois après. Et ben en fait, le Reichstag est en flammes. Et il faut savoir que il a été détruit par un certain Marinus van der Lubbe, donc qui était un néerlandais communiste. Même si en fait il y a encore des débats historiques aujourd'hui pour savoir si Marinus van der Lubbe a agi seul ou est-ce que c'était un complot des nazis. En tout cas, le Reichstag a brûlé et s'est fait exploser. Et en fait, cet attentat est très connu parce que l'exploitation politique de cet événement par les nazis, c'est-à-dire que on a eu la loi du Reichstagsbrandverordnung, donc qui est un ensemble de décrets donc voilà qui limite toutes les libertés publiques et qui permet donc aux nazis d'asseoir leur pouvoir et d'interdire le parti communiste allemand donc qui était le KPD, hein, évidemment. Et donc l'incendie du Reichstag est considéré comme un des événements les plus importants de la Gleichschaltung, hein, évidemment la mise au pas de la société allemande. Et donc Hitler devient de plus en plus puissant, évidemment, ce processus qui dure de 1933 à 1934, donc événement très important. Et donc voilà, la Reichstagsbrandverordnung fut l'une des étapes clés par lesquelles les nazis détruisaient la séparation des pouvoirs et établissaient officiellement donc une dictature du parti unique. Il a été qualifié de Magna Carta du Troisième Reich, plutôt intéressant. Et donc voilà, et donc coup dur pour le Reichstag, hein, évidemment, qui va, et du coup le Parlement allemand va être abrité dans un autre endroit. Et il faut savoir que le Reichstag n'est redevenu donc le siège du Parlement allemand après la réunification. Donc voilà, c'est un bâtiment qui est très important dans l'histoire de l'Allemagne, le Reichstag. À retenir. Pour le 28 février, ce sera l'anniversaire de la mort d'un homme, la mort d'Olof Palme. Est-ce que vous connaissez Olof Palme? Alors, il faut savoir que c'était un homme politique suédois, donc qui a été Premier ministre, donc pendant 6 ans, puis 3 ans, donc voilà, en tout une dizaine d'années, donc un mec plutôt stylé et tout, voilà, qui était socialiste et en fait qui s'est grandement illustré en fait par sa politique, contre les guerres du Vietnam, contre l'apartheid, contre la prolifération des armes nucléaires et tout. Et en fait, il était aussi contre un peu, c'est-à-dire qu'il se rapprochait plutôt de l'Union soviétique, hein, évidemment, dans la crise des euromissiles. Et du coup, en fait, il était un petit peu critiqué pour ça. Et il faut savoir qu'en fait, son assassinat, donc c'est-à-dire il se baladait avec sa femme, il rentrait du cinéma, puis il s'est fait tirer dessus dans le dos, il est mort, et on n'a jamais su qui c'était. C'est-à-dire que voilà, il y a eu des soupçons envers plein de gens, et en fait, aucune percée n'a été réalisée, ni aucun suspect inculpé, et ce, bien que 130 personnes aient avoué le meurtre, et que l'enquête reste l'une des plus vastes au monde. Il y a eu des milliards de théories, ce serait l'extrême droite, et des théories qui disent que ce serait l'OTAN, parce que donc Palme était contre, évidemment, tout ce qui était missiles en Europe contre l'Union soviétique, et du coup, d'une certaine façon, il se rapprochait de l'URSS, il aurait été tué pour ça, mais on n'a jamais vraiment su, et du coup, c'est quand même plutôt bizarre. Mais donc voilà, c'est quand même
même plutôt intéressant de voir que ouais, des gens qui se font tuer comme ça et on sait toujours pas, c'est vraiment un mystère quoi. Il y a des milliards de théories, donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Mais coup dur pour cet homme, voilà, qui meurt au pouvoir, à retenir. Pour le 29 février, donc vous connaissez tous ce jour parce que c'est un jour très spécial. En fait, c'est considéré comme étant donc un jour intercalaire. Alors, il faut savoir que la Terre, en fait, on a des cycles, hein, évidemment, et la fameuse Terre, hein, il fait le tour du Soleil en 365 jours. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les médias. Mais la réalité, hein, c'est qu'elle ne le fait pas en 365 jours. Elle le fait en 365,2422 jours. Du coup, ça veut dire que si on fait des calendriers, évidemment, en fait, les calendriers, c'est juste des constructions humaines, voilà, qui sont faits par des humains, quoi. Et du coup, en fait, les humains, il y a le calendrier grégorien qui a été créé, et du coup, il a été créé en mettant 365 jours entiers. Mais du coup, voilà, c'est-à-dire que ça fait que c'est décalé. Et donc, pour éviter ce décalage, eh ben, on a inventé donc voilà le fait qu'on a une année sur 4, donc un jour qui est rajouté, donc 366. Mais le problème, c'est que si on rajoute un jour tous les 4 ans, ça fait 365,25 jours, donc voilà, par an. Du coup, on s'approche toujours pas du 2422. Du coup, en fait, il faut savoir que les années bissextiles, elles arrivent tous les 4 ans, mais dans les années qui peuvent se diviser par 1000, donc par 100, comme 2100, 2200, 2300, il n'y a pas il n'y a pas de 29 février. Et du coup, on arrive à peu près à 365,2422 pour éviter d'être décalé, hein, voilà, par rapport au soleil, tout ça, les saisons, hein. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant de savoir ça, mais du coup, le 29 février, c'est un jour qui est extrêmement rare. Quand vous vivez le 24 février, rendez-vous compte que c'est incroyable, d'accord? Et du coup, il n'y a pas énormément d'événements qui se sont passés le 29 février. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y en a pas beaucoup des 29 février, voilà, tout simplement. Donc un jour très 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 spécial. Donc voilà, vivement le 29 février, on pourra faire des trucs incroyables à retenir. Et enfin, pour le 1er mars, c'est donc le retour au pouvoir d'un homme, enfin ce sera le retour au pouvoir d'un homme, le début de la période qu'on a appelée les 100 jours. Alors en fait les 100 jours, c'est la dénomination par laquelle donc on définit donc le retour au pouvoir de ce bon vieux Napoléon, évidemment Napoléon Bonaparte, hein, évidemment, qui en 1814 s'est fait exploser donc par la coalition, hein, et donc il faut savoir qu'il était emprisonné, enfin pas emprisonné, mais il se trouvait à l'île d'Elbe. Donc l'île d'Elbe, c'est un truc qui est tout près donc de la Corse, hein, évidemment. Et il faut savoir que Napoléon entendait des trucs pas fous, c'est-à-dire que sur le congrès de Vienne, voilà, apparemment il y avait des gens qui voudraient le déporter sur l'île de Sainte-Hélène, qui est un caillou paumé, alors que l'île d'Elbe, c'est quand même bien mieux. En plus, il apprend que sa femme, apparemment, elle le tromperait et tout, donc Napoléon commence de plus en plus à rager. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, il décide de revenir en France, et du coup, ça va être le début de ce qu'on va appeler le vol de l'aigle. Donc c'est-à-dire que pendant une vingtaine de jours, il va revenir en France, voilà, il va longer donc le pays, puis ensuite, il va trouver de nombreux soutiens, il va carrément revenir au pouvoir, il va chasser donc ce bon vieux Louis XVIII, hein, évidemment, que personne n'aimait. Bon, j'exagère bien sûr, hein, évidemment. Faut savoir que Louis XVIII, c'est un dirigeant très respectable, hein, voilà. Moi, je marque tout de suite mon affection envers Louis XVIII, hein, je tiens à le dire, hein, parce que bon, on se fout de sa gueule parce qu'il est gros, mais quand même, bon, ça, c'est pas pour ça que c'est un mauvais dirigeant, hein, voilà. C'est un bien meilleur dirigeant que Charles X, par exemple. Mais donc voilà. En tout cas, donc c'est le retour au pouvoir de Napoléon. Il faut savoir que ça va durer, un peu plus qu'une centaine de jours, mais que vous le savez sûrement, bon, ça va un peu mal se passer, étant donné qu'il va se faire défoncer à Waterloo. Et du coup, c'est la fin de l'épopée napoléonienne, hein, évidemment. Bon, après, il faut savoir que les 100 jours, il y avait de très très petites chances que ça marche, hein, évidemment, étant donné que toute l'Europe s'est tout de suite liguée contre Napoléon, évidemment. Mais il faut savoir qu'en fait, cet événement des 100 jours, déjà, ça c'est encore utilisé de nos jours, hein, pour désigner donc les 3 premiers mois d'un nouveau président de la République. Et il faut aussi savoir que ça a aussi imprégné donc le mythe napoléonien, donc de celui de Napoléon, celui qui avait perdu, mais qui décide contre vents et marées de revenir au pouvoir. Voilà, ça a contribué à la légende napoléonienne à retenir. Donc voilà les 7 événements donc de la semaine. Pour le 24, c'est la déstalinisation donc qui commence en 1956, qui prend un ton officiel. Le 25, c'est le début de la bataille d'Hernani avec Victor Hugo en 1830. Pour le 26, c'est l'attentat donc du World Trade Center en 1993.
donc pour le 26. Pour le 27, donc c'est l'incendie du Reichstag en 1933, donc qui est un bon coup pour les nazis. Pour le 28, c'est la mort d'Olof Palme, grand mystère, une balle dans le dos. Pour le 29 février, donc vous le savez, c'est un jour intercalaire, donc voilà, un jour très spécial. Et donc pour le 1er mars, c'est le retour au pouvoir de Napoléon, enfin le début du retour au pouvoir de Napoléon, donc période des 100 jours. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé. Peace.